Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Avec Floriane, nous vous donnons rendez-vous 2 fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités aux parcours inspirants. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans ce premier épisode de l'année en ce qui me concerne. Floriane a ouvert le bal il y a 15 jours et je prends le relais pour vous parler aujourd'hui de mon échange avec Caroline. Caroline et sa famille sont des serial expats, on pourrait dire comme ça. En tout cas, ils ont enchaîné ces 13 dernières années les expatriations dans des pays qui sont plutôt hors du commun, soit par sa situation géographique ou par l'ambiance au moment où ils sont arrivés. Nous avons notamment échangé de son exfiltration au Liban ou encore son arrivée à Singapour alors que le pays allait se fermer complètement pendant des mois. Donc ce sont des vraies aventures complètement incroyables qu'elle nous a racontées au cours de notre échange. J'espère que notre conversation vous plaira. En tout cas, je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Caroline, merci de participer au podcast. Je suis heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Bonjour Émilie, merci de m'inviter. Alors, je suis heureuse de parler expatriation avec toi ce matin. Ça va être super intéressant. Peut-être pour remettre un peu dans le contexte, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter ta famille et ton parcours? Oui. Alors, je suis Caroline, j'ai 35 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants. Et là, je vous parle depuis Singapour actuellement. Et Singapour se trouve être notre 4e pays d'expatriation. Donc, avec mon mari, on est parti il y a près de 12 ans. Et on a commencé par le Liban, où on est resté 3 ans. Ensuite, on est parti au Maroc, où on est resté également 3 ans. De là, nous sommes partis à Jakarta, en Indonésie, pour 4 ans. Et là, nous sommes à Singapour depuis presque 2 ans. Ok, c'est quand Voilà. même un parcours de folie quand même, hein. Ça va. Alors, on va repartir 13 ans en arrière. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené vers l'expatriation il y a 13 ans? Pourquoi vous êtes partis et pourquoi au Liban? Alors, nous, avec mon mari, on a toujours voulu partir, partir ailleurs, aller vivre ailleurs. Et le Liban s'est présenté à lui, à un moment donné. Et donc, en fait, il avait le choix. Sa société, à l'époque, lui avait proposé le Kenya ou le Liban. Et du coup, on s'est dit, moi, j'ai dit, ouais, le Liban, ça me tend très bien. Mais bon, à l'époque, on n'était pas mariés, on n'avait pas d'enfants. Moi, je suis infirmière, donc je bossais à l'hôpital. Et, et donc, du coup, il m'a dit, OK, on tente le Liban. Et le Liban est arrivé comme ça. D'accord. Et pourquoi plus le Liban que le Kenya? Au final, c'est l'instinct? Alors, non, alors en fait, moi, je suis franco-espagnole, mon mari est franco-algérien. Donc, la Méditerranée, on connaissait un petit peu et je pense que c'était ce qui nous parlait le plus. Enfin, moi, en tout cas, ça me parlait plus en termes de similitudes culturelles que le Kenya. Et si tu veux, je voyais ça plus près, donc ça me faisait moins peur. Voilà, c'était une première expatriation. Je trouvais ça sympa. Bon, mais nos parents ne l'ont pas entendu de la même oreille parce qu'ils se sont dit le Liban, what? Mais voilà. J'imagine leur tête. Ouais. En fait, si tu veux, je pense que c'est le décalage de génération. C'est que eux, le Liban, c'était la guerre civile des années 80, 90. Alors que nous, tu vois, dans les années 2010, puis en fait, on était partis, oui, c'est vrai. En 2010, on était partis en vacances au Liban, sans savoir qu'on allait partir quelque temps après là-bas. Mais on était partis, on avait fait un tour où on avait fait la Syrie à l'époque, le Liban et la Jordanie. On était partis en vacances là-bas. Et donc, du coup, quand oui, le Liban est arrivé, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, écoute, le Liban, on avait bien aimé en vacances. Bon, on sait que c'est différent quand on va y vivre, mais bon, pourquoi on ne le tenterait pas? Non, mais c'est dingue parce que, qui part au Liban ou en Syrie en vacances, quoi? Nous. Déjà, de base, je trouve ça juste dingue, quoi. Bon, après, vous n'aviez pas d'enfants, mais c'est quand même pas des Ouais. pays très,
comment dire, c'est pas là où on se dirige peut-être au départ. Alors, vous étiez déjà des multi-voyageurs et vous aviez déjà beaucoup, beaucoup voyagé? Alors, beaucoup voyagé. Moi, mon mari enfin, à l'époque, il travaillait énormément et il passait quasiment 6 mois de l'année en déplacement. Donc, lui, il voyageait beaucoup. Et oui, bah, on avait envie de voyager. Après, comme on n'avait pas d'enfants, on se disait on va faire les destinations un peu qui sortent des sentiers battus. Et en fait, on a eu l'opportunité d'aller au Liban. Puis du Liban, on s'est dit tiens, allez, on va faire la Syrie. On est juste à côté. Ça serait dommage. À l'époque, il n'y avait pas encore la guerre civile en Syrie, donc c'était quand même différent. Et c'était touristique parce qu'on a quand même croisé beaucoup de touristes et étrangers. Et Ouais. ouais, on s'y attendait pas. Mais ouais, c'était plus touristique certes que maintenant. Et le Liban, c'était... Alors, pour le Liban, à l'époque, quand nous, on y est allés en vacances, c'était plus des Libanais établis hors du Liban qui revenaient en vacances. Et il y avait quelques étrangers, mais c'était quand même pas la majorité. En tout cas, de ce que nous, on a croisé, c'était pas la majorité. D'accord, ok. Et la Jordanie, Intéressant. ici, c'était connu, enfin, c'était assez touristique, puisqu'il y a Petra, notamment, qui est connue. Donc là, il y avait quand même pas mal de touristes occidentaux et même de la zone du Proche et Moyen-Orient. D'accord, ok. Ouais, intéressant. Ouais. Intéressant. Alors, du coup, vous arrivez au Liban et là, vous Beyrouth. vous installez. Alors, est-ce que tu peux nous parler de la vie là-bas? Qu'est-ce que vous avez fait déjà professionnellement? Est-ce que tu as fait quelque chose ou tu t'es consacré à ta vie de famille? Raconte-nous un peu ton expérience là-bas. Alors, donc, quand on est arrivé, alors mon mari est parti d'abord parce que, bon, comme on savait pas, enfin, comme il repartait sur un nouveau contrat, tout ça, je me suis dit, bon, si jamais ça le fait pas, je vais pas tout quitter pour me retrouver au bout de 2 mois et devoir rentrer. Donc, lui est parti quelques mois avant moi. Moi, je faisais les allers-retours entre la France et le Liban, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, moi, je travaillais en intérim. Donc, je travaillais à fond pendant 3 semaines. Et après, je prenais 10 jours et j'allais au Liban pour le rejoindre. Et on a fait ça pendant à peu près 5-6 mois. Et ensuite, je l'ai rejoint définitivement. Et donc là, moi, j'ai cherché à travailler donc, au Liban. Ça n'a pas été évident tout de suite parce qu'il y avait une espèce de préférence. Alors moi, bien sûr, j'ai postulé en tant qu'infirmière, mais ils avaient une espèce de préférence sur les... Ils voulaient des profils plus locaux. Donc, du coup, je me suis réinscrite dans une espèce d'université pour, en gros, en fait, je payais une validation. C'était clairement ça. Et là, ensuite, j'ai pu commencer à travailler. Mais rapidement, j'ai eu ma fille, ce qui n'était pas prévu. Mais donc, je me suis retrouvée enceinte de ma fille. Et donc, quand ma fille est arrivée, j'ai tout arrêté. D'accord. Parce que c'était plus possible. On n'avait pas de famille pour nous aider. Moi, mon mari, à ce moment-là, il voyageait aussi beaucoup dans la zone. Il était responsable de la zone. Donc, il faisait Syrie, Irak, Jordanie, Chypre et Liban. Donc, il voyageait pas mal. Et donc, c'était plus possible à ce moment-là quand on a eu notre fille qui est arrivée, pour moi de travailler parce que ça voulait dire les week-ends, ça voulait dire les nuits, ça voulait dire tout ça. Oui, c'est pas non plus un métier où tu as des Oui, horaires de je bureau, donc pense, c'est voilà, difficile de faire garder la petite c'est sur ça. des créneaux. Quand tu n'as pas de famille à côté, c'est compliqué. Oui, c'est ça. Et donc, tu as accouché là-bas. Alors, est-ce que tu peux nous dire 2 mots de ton Alors non, accouchement? j'ai pas accouché là-bas, j'ai fait mon suivi de Ah, grossesse là-bas. Au début, moi j'étais partie pour accoucher là-bas et finalement, comme tout le monde voulait venir, ma mère, ma sœur, ma belle-mère, enfin toute ma belle famille et tout ça, on s'est dit bon, ça va être plus simple si je vais accoucher en France. Et donc du coup, j'ai accouché. Mes 2 enfants sont nés en France, donc à chaque fois j'ai fait le suivi de grossesse dans le pays où on était, mais j'ai accouché en France. d'accord, ok. Ouais, Voilà. j'avoue que ça doit être plus facile en termes de C'est logistique pour la famille. pour la famille. Après, très sincèrement, au bout de 2 semaines, ma fille, quand elle a eu 18 jours, je suis rentrée au Liban, puisque en fait, on a fait le passeport. On avait une lettre de la société disant qu'on vivait là-bas et que on avait besoin d'un passeport alors en urgence, rapidement. C'était pas une urgence, mais rapidement. Et donc, ça s'est fait. Ça a été pareil pour mon fils. Donc, mon fils, il avait 17 jours quand on a pris l'avion et ma fille, 18 ou 19 jours. Non, mais Voilà. dingue, dingue. Tu devais être décalqué en plus quand même, hein. Écoute, ça va. Franchement, ça a été. C'était pas des. Le Liban, c'est de Paris, c'est 4h30, donc ça va. Et puis le Maroc, c'est 2h30, donc ça se fait bien. Ça va.
Et du coup, alors quand donc tu arrives avec ta fille toute petite, comment ça se passe là-bas, la vie, l'intégration comment tu vis ce rôle de maman française un peu seule quand même? Alors complètement seule, mais au Liban, on avait quand même pas mal, vu qu'on était arrivé avant que j'ai ma fille, on avait rencontré du monde et faut dire qu'on a rencontré que des Libanais. On n'était pas du tout dans des communautés expatriées ou avec d'autres étrangers et du coup, bah, c'est vrai qu'on a été adoptés par nos amis et leurs familles. Donc, bah, du coup, j'étais pas seule. Après, j'étais seule, si tu veux. Bah, j'avais clairement ni ma mère, ni ma belle-mère, ou une sœur, ou quelqu'un à côté de moi, mais j'étais pas vraiment seule. Donc, ça a été. Il y a eu des moments de toute façon difficiles, hein, parce que c'est clair, quand ma fille a eu 1 mois, bah, mon mari est reparti en expat, enfin, il est reparti en voyage Déplacement. et en déplacement. Et bon, il partait en Irak à ce moment-là, donc tu vois, c'est pas, j'étais pas hyper sereine. Ouais, tu m'étonnes, Mais, ça doit être fou. mais bon, voilà, j'ai pas souffert de solitude à proprement parler. Puis voilà, j'avais des copines qui elles aussi ont eu des enfants au même moment, donc j'étais avec ce groupe et franchement, ça a été d'une aide salutaire, clairement. Mmh. Et tu pas eu l'envie de rapprocher de la communauté francophone à ce moment-là, via les associations comme nous c'est Madrid d'accueil, donc ça doit être Beyrouth Ouais, accueil. Beyrouth Accueil. Non, écoute, franchement, pas du tout, parce que comme on était intégrés dans la vie libanaise, j'avais pas. Enfin, franchement, on n'éprouvait vraiment pas le besoin d'être avec d'autres Mmh. Français ou francophones ou même étrangers, parce que enfin, nous, on a eu la chance d'être avec des amis où tous les dimanches, on était invités au repas de famille, les mariages, les baptêmes, enfin tout ce qu'il pouvait y avoir, on y était. Donc, vraiment, on n'est pas senti enfin, on n'a pas ressenti d'isolement. Et on était D'accord. bien intégrés avec des gens qui connaissaient bien. Donc, en fait, on avait accès en fait, à un style de vie qu'on n'aurait certainement pas eu si on était resté avec Mmh. d'autres personnes étrangères, enfin, qui étaient venues s'expatrier ou migrer, enfin, au Liban. Ouais, ouais, ouais. Donc, Ouais, voilà. c'est dingue. Donc tu as vraiment vécu le Liban dans l'immersion la plus totale, La quoi. plus Ça totale. devait être Et je génial. pense que de loin, c'est le pays dans lequel on a vraiment vécu l'immersion la plus en profondeur. Mmh, mmh. Ouais. Ça devait être fou. Tu as des souvenirs, des choses au niveau de la culture que tu souhaiterais partager, qui est quand même pas Alors, courant pour chez nous? c'est. Ah, euh, bah, il y a plein de choses, mais non, alors si tu veux, c'est plus des petites anecdotes en termes de décalage culturel où, par exemple, tu vois, au début, mais ça, j'avais pas encore ma fille, quand je rencontrais des personnes, enfin des filles notamment, on se rencontrait, oui, ok, puis toujours, tu sais, hyper chaleureux, dire on se revoit, on s'appelle, et en arabe, en fait, ils disent là-bas au Liban toujours je te rappelle demain ou on se voit demain. Mais ça veut pas dire forcément qu'on se revoit demain ou que je te rappelle vraiment demain. Et donc, moi, j'attendais l'appel ou qu'on se revoit et ça venait pas. Alors je disais à mon mari, mais c'est bizarre, il m'a dit qu'elle me rappelait et tout. Et il me dit, bah, appelle-la. Je dis, bah non, elle m'a dit qu'elle me rappelait, je vais attendre, je vais pas, tu vois, lui la harceler. Et en fait, c'était juste une façon de parler, enfin de s'exprimer. Et moi, j'attendais. Et puis, je dis, mais tu m'as dit que tu me rappelais demain. Ah bon? Bah oui, je te. Ah, et en fait, bon, au fur et à mesure, après, quand tu commences à apprendre aussi la langue, tu comprends qu'en fait, c'est plus un usage qu'une réelle, enfin, un réel, je vais Mmh. t'appeler demain. Mais voilà, et sinon, après, bah, au Liban, c'était, on se donne rendez-vous, par exemple, pour un dîner à 20h30. Il n'y a personne qui arrive à 20h30. On arrive à 9h, 9h15. Parce qu'en fait, culturellement, ça fait bien d'arriver en retard parce que ça veut dire qu'on a une vie hyper prenante, qu'on est hyper busy pour plein de choses. Et donc, on n'arrive pas à l'heure. Donc, moi, j'arrivais avec mes 10 minutes de retard de mon quart d'heure méditerranéen et je me disais, oh là là, ça va pas le faire. En fait, je me retrouve à attendre une demi-heure les gens en disant, bon, on se voit toujours. Hein. Oui, 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 je suis dans le trafic, j'arrive. Donc, plein de C'est dingue. petites choses comme ça qui étaient différentes au début. Puis, une fois qu'on a les codes, on fait pareil. Hein. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça, c'est vraiment apprendre les codes et du coup Ouais. s'adapter. Mais du coup, tu parles arabe? Alors, je comprends et oui, je parlais un petit peu, mais des conversations de tous les jours. Après, au Liban, beaucoup de gens sont francophones, enfin, la grande majorité
majorité, et sinon l'anglais, tout le monde parle anglais. Donc, mais en fait, si tu veux, au Liban, on parle jamais ni que l'arabe, ni que le français, ni que l'anglais. C'est un mélange des trois. Et les trois langues coexistent. Et puis, bah, voilà, c'est par exemple la phrase de base pour se dire comment ça va, c'est hi, kifek ou kifik si t'es une fille ou enfin, selon si t'es une fille ou un garçon, c'est hi, kifik, ça va. Donc voilà, ça, c'est la phrase de base. Tout le monde se dit bonjour. Et quand, par exemple, tu me dis bonjour, moi, je te réponds bonjouren. Ça veut dire 2 fois bonjour, je te réponds, quoi. C'est un mélange de plein de choses. C'est dingue. Et donc oui, tu apprends. Et d'ailleurs, au début, je m'étais dit, oui, il faut apprendre l'arabe, je vais apprendre l'arabe. Et c'est compliqué l'arabe, hein, clairement, l'arabe littéraire, c'est pas évident. Et puis mes copines me disaient, mais non, t'inquiète, nous, on va t'apprendre l'arabe qu'il te faut ici. Et ça s'est fait comme ça. D'accord. Ah, c'est dingue. C'est incroyable, c'est fou. Et donc, du coup, tu es restée au Liban avec ta fille jusqu'à ce qu'elle avait quel âge? On est parti quand elle avait 1 an et demi. D'accord. Donc, elle a Voilà. très peu de souvenirs, enfin, elle n'a pas de Elle a... souvenirs de cette Non. période-là. On y retournait quand j'étais enceinte de mon fils pour aller voir nos copains là-bas au Liban. Donc, elle avait 2 ans, 2 ans et demi. Et juste avant que j'accouche de mon fils. Mais sinon, après, ouais, elle n'a pas elle a pas de souvenirs, clairement. Mais bon, elle est très contente et très fière de dire qu'elle a vécu au Liban. Là de quoi? C'est chouette. Alors du coup, vous décidez de quitter le Liban pour le Maroc. C'était toujours un choix Ouais. professionnel ou c'était un choix personnel? Alors, bah, là, en fait, ce qui se passait, c'est qu'en 2014, il y a eu, bah, la guerre en Syrie qui a été un petit peu plus pesante. Ça s'est ressenti au Liban. Et donc là, du coup, on a demandé à la société de mon mari, bah, de nous trouver autre chose parce que c'était plus possible pour mon mari de se déplacer enfin, ça devenait compliqué de se déplacer dans la zone. Et parce qu'on n'avait pas d'enfants, là on avait une petite fille, on savait qu'on voulait étendre la famille. Donc c'était plus, ça fonctionnait plus en fait dans nos plans de famille. Et donc Hmm, du coup la société de mon mari lui a proposé le Maroc, à d'accord. Casablanca. Mais du coup, c'était instable par rapport aux pays aux environs, mais le Liban En Syrie. n'était pas encore touché à ce moment. Enfin, Alors, c'était. c'est pas comme maintenant, parce que là en fait maintenant il y a la crise et sanitaire et économique. C'était pas à ce point-là. Mais il y avait beaucoup, beaucoup de migrants syriens qui venaient et du coup, il y avait une certaine pression sur tout ce qui était... Parce qu'à ce moment-là, en fait, il y avait eu des armes chimiques qui avaient été déployées en Syrie et la France avait, à ce moment-là, décidé d'attaquer la Syrie, enfin, avait demandé des représailles au niveau international sur la Syrie et du coup, tous les intérêts français et les Français étaient menacés dans la zone. Donc nous, on s'est Hmm, dit hmm, que ça serait bien. Ouais, voilà. Parce qu'en fait, on avait déjà au mois de septembre 2013, donc moi, ma fille, elle avait 3 mois et demi. On a été exfiltrés par la société de mon mari. Parce que c'est là où, en fait, en août 2013, il y a eu enfin, ils ont largué en Syrie, ils ont répandu ces armes chimiques. Et donc, du coup, à l'époque, je crois que c'était François Hollande qui avait dit on va répliquer tout de suite. Et donc la Syrie a dit si la France s'en mêle, tous les Français dans la zone seront menacés. Donc nous, on a été... là, c'était des scènes un peu de chaos à ce moment-là parce que tout le monde cherchait à fuir le Liban. Pas que des étrangers, hein. C'était beaucoup de Libanais notamment qui cherchaient à fuir. Et donc, on a vécu des scènes dans l'aéroport de Beyrouth, mais qui étaient de chaos, comme on peut voir parfois dans les films, où les gens arrivaient avec leurs valises, tout ce qu'ils avaient, et ils voulaient partir, mais il n'y avait plus d'avion. hmm. Donc, nous, la société nous a dit, vous prenez vos papiers, ce que vous avez de valeur, vous refermez votre maison, et voilà, on espère pouvoir vous ramener, mais c'est pas sûr. Donc, quand on Attends, était parti à ce moment-là, on ne savait pas si on allait revenir. Et on est finalement revenu 2 mois après. Et donc, donc là, c'était au mois de novembre 2013. Et donc là, on a commencé à se dire, bon, là, ça craint. Il faudrait qu'on cherche ailleurs. Et ça hmm. s'est fait comme ça, et on a quitté le Liban à l'été 2014. D'accord. Ouais, ça devait être dingue tous ces souvenirs. Ça 6 doit mois être après. un stress énorme. Dans quel état d'esprit Ouais, quand, ouais, ouais. quand Ben, on pour te nos familles. dit, ouais, j'imagine, ouais. Ouais. Non, pour nos Et familles, ça a été très difficile parce que je me souviens de certains moments, tu vois, où j'étais moi au supermarché avec ma fille
et ma mère ou ma belle-mère qui m'appelle et qui me dit tu vas bien? Je dis bah oui, vous allez tous bien? Oui, pourquoi? Ben parce qu'on a vu qu'il y a eu un attentat au Liban, mais c'est vrai que les gens ne connaissaient pas. Enfin, si tu veux, quand on entend au Liban, on sait que c'est un petit pays, mais bon, parfois même dans Beyrouth, il y a des quartiers où on sait qu'on ne va pas aller, enfin dans lesquels on ne va pas aller. Et c'est souvent là, en général, où il y a des bombes ou des choses comme ça. Mais quand on est de loin, je me mets à la place de ma mère ou de de mes beaux-parents qui disaient attends, on a nos enfants, notre petite fille là-bas. C'est quoi ça? Enfin, Mm. il faut qu'on sache. Et donc, moi, ça m'est arrivé que ma mère m'appelait, elle me dit il y a eu un attentat au Liban. Je dis ah bah écoute, tu m'envoies, enfin, c'est toi qui m'informes, puisque moi, je suis là au supermarché et j'ai pas encore entendu, quoi. Mais toi, tu te sentais pas en insécurité au quotidien, justement, sortir faire tes courses, etc., Non, avec cette tension pas du tout. Pas du tout. Non, alors je vais te dire pourquoi, parce qu'en fait, le fait d'être avec des Libanais justement, on avait les codes. Enfin sincèrement, on savait où est-ce qu'il fallait pas aller, à quel moment. Donc il y a des moments, bah, quand c'est par exemple les périodes de célébration, religieuse, bah, il y a des endroits qu'il faut éviter. Si c'est une période d'élection ou de changement, enfin où on sent que politiquement il y a des endroits où il faut pas aller. Et après il y a des quartiers clairement où on ne va pas, parce que c'est Mmh. tenu par des milices, soit du Hezbollah ou des choses comme ça, donc on n'y va pas. Mmh. D'accord, Mais ouais, donc toi, non, tu t'es non. pas sentie, tu t'es jamais vraiment Ah, sentie en insécurité, jamais, jamais. Franchement, jamais. Le seul moment où on s'est senti un peu, mais d'ailleurs nous on comprenait pas, ou quand la boîte de mon mari nous a dit bon là il va falloir que vous partiez, on va vous mettre, enfin on va vous sortir du Liban pendant quelques temps et on va voir ce que ça donne. On savait qu'il y avait des choses, mais on se sentait pas plus que ça en danger. Mmh Donc, mh. mais on n'a pas fait les fous parce qu'on avait bah, notre fille quoi. Enfin, Ouais, donc on a dit ok ouais. bon, on va pas faire. Et du coup, ils vous ont, exfiltrés, en France ou dans un autre pays? On est d'abord passé par la Jordanie, donc là où ils nous ont mis en sécurité sur Amman. Et de Amman, on a pu attendre. Et de là, on a pris un vol pour la France. D'accord, OK, Mais donc et là, du en coup fait, l'idée, c'était de nous sortir d'abord du Liban, coûte que coûte, et ensuite rejoindre la France pour nous. comment tu t'es sentie à ce moment-là? Parce que quelque part, tu es un peu privilégiée d'avoir pu être exfiltrée, par la société de ton mari, alors Mhm. que, beaucoup de Libanais, à mon avis, ont dû attendre des jours et des jours, pour pouvoir quitter le pays. C'est quoi le sentiment que tu as eu à ce moment-là, quand tu Eh es ben, partie? j'étais très triste. En fait, à ce moment-là, on était hyper triste de dire au revoir de dire au revoir à tout le monde, parce qu'en fait, mais encore une fois, on est arrivé en tant que Français, donc il y a aussi beaucoup tout ce que véhiculent les médias. Et donc, nous, en fait, on ne le voyait pas de la même façon. Donc, quand on nous a dit, vous allez partir, on a dit, mais en fait, pourquoi il n'y a pas là, on ne sent pas la menace imminente et tout. Et donc, c'est vrai que on a été vachement de dire au revoir à nos amis, parce qu'on nous disait, peut-être que vous ne reviendrez pas. Enfin, voilà, c'était ce qu'on nous Mmh. mettait dans la tête. Donc, on se disait, mais c'est pas possible, on peut pas dire au revoir à nos amis, les laisser eux comme ça, et eux, ils peuvent rien faire. Donc, il y en a qui ont essayé, il y en a qui ont réussi à partir, mais il y a tout le monde. Donc, privilégié, je ne sais pas, mais on s'est senti un petit peu. En fait, on avait l'impression qu'on ne vivait pas dans le même monde Mmh. que la société, que la France ou que les médias. On était dans une autre Ouais, réalité, en fait. c'est fou quand même, hein, et Ouais, ça ouais, devait ouais. être un déchirement de quitter comme ça, tout le monde, ses amis, Bah, sur le pied levé comme ça. ouais, c'est ça, en fait. Et puis, en plus, on ne pouvait pas dire exactement. En fait, on leur a dit au revoir sans trop leur dire au revoir, puisqu'à ce moment-là, comme les intérêts de la France étaient menacés, puisque moi, mon mari travaille pour une société française, on nous avait dit, vous dites pas quand vous partez. Enfin, on n'avait pas le droit de dire ni quand, comment, sur quelle compagnie on allait voyager. C'était Fou. donc officiellement, on partait pour dire, pour juste quelques temps. Enfin, moi, j'allais voir ma mère et mon mari allait voyager. Donc on leur a dit au revoir, mais bon, sans vraiment expliquer tout le. Mmh. Donc, vous partez Mmh. 2 mois et du Mmh. coup, la société vous dit: «Bon, bah, OK, vous rentrez», mais est-ce que, du coup, quand tu es partie, tu t'es rendu compte que en fait, c'était bien d'être partie parce que c'était vraiment, tendu, même si tu le ressentais pas au quotidien? On revient toujours à la même chose. On a le discours, donc bien sûr, sur tous les médias pour savoir ce qui se passe là-bas. Et en fait, quand nous on parlait avec nos copains, enfin les amis qui étaient là-bas, et ce qu'on entendait, on se disait mais attends, c'est pas possible. Enfin, il y a deux mondes. Les gens vivent, c'est pas le même Liban. En fait. Mmh, mmh mh.
Donc, C'est fou, hein. non, moi, enfin, donc à ce moment-là, mon mari m'a dit: «Écoute, je pars en premier, je repars moi, tout seul, et en fonction de comment enfin, ça se passe sur place, vous reviendrez». Et donc, c'est ce qui s'est passé. Il est parti, je pense, 2 semaines avant nous. Et puis, bon, au bout de 2 semaines, il m'a dit: «C'est bon, ça, enfin, en fait, c'était comme quand on l'a quitté. Il y avait ni plus ni moins, mais c'est juste que la société, à ce moment-là, a pris une décision enfin, pour protéger ses ressortissants. Mmh. Et donc, après, enfin, dans la vie de tous les jours, ça avait, pour nos amis, pour nous, là où on vivait, ça avait pas changé, hein. Enfin, quand j'ai laissé ma maison comme je l'ai retrouvée, et tant mieux. Du coup, après ces 2 mois, donc vous réintégrez la maison et au bout de combien de temps vous décidez de partir au Maroc? Alors, oui, alors, enfin, donc du coup, là, quand on est rentré, on arrive au mois de novembre, et donc là, on se dit: «OK, bon, là, enfin, on peut pas continuer comme ça, c'est pas une vie, pour personne». Et donc, à partir du début d'année, mon mari a demandé, voilà, qu'est-ce qu'il était enfin, est-ce qu'il était possible d'avoir d'autres, horizons, et le Maroc est arrivé. Donc on a déménagé en juillet, 2014. D'accord. Ouais, donc vous êtes restés encore, 8 mois après, Ouais, quand c'est vous 6 avez mois. En fait, réintégré. Ouais, 6 après, on mois. savait qu'on partait, mais il fallait le temps de faire les visas. Donc, enfin, en gros, Mmh. au bout de 6 mois, on savait qu'on partait au Maroc, et le temps, de préparer le déménagement, les visas, et on est parti. D'accord et du coup, tu as dû avoir, un choc, émotionnel de quitter ce pays de cœur? Alors, oui, mais comme là, je l'avais pas quitté comme la première fois, parce que là, en fait, on part en se disant: «Bon, c'est notre décision et on va revenir», puisque Mmh. on a nos amis, on sait que c'est possible. Là, si tu veux, quand, en septembre 2013, on nous dit: «Vous partez», en fait, là, on se dit: «On va jamais revenir. On va laisser notre maison comme ça, on va laisser nos amis comme ça, et on reviendra pas». Alors que là, on s'est dit: «Bon, c'est notre choix, on part pour de nouvelles aventures, avec la possibilité de revenir». Tu vois? Mmh. Enfin, la perspective est différente, donc. Mmh. Et c'est la suite logique, nouveau projet, vous arrivez, à Casablanca. Oui, voilà. Alors comment se passe, votre arrivée, votre vie là-bas? Super, enfin, alors, moi, pour, donc le Casablanca, si tu veux, ça a été un petit peu différent. Mon mari et moi, on l'a pas vécu de la même façon. Moi, j'ai adoré, enfin, vraiment, ça a été comme au Liban, j'ai retrouvé du monde, ça s'est fait super, très facilement, naturellement. Et mon mari au travail, ça a été un petit peu plus difficile, mais c'était vraiment la partie, travailler, qui a été plus compliquée. Je pense qu'on est arrivé en pensant qu'on connaissait, et c'était de se croire, en fait, pas en terrain conquis, mais de connaître, parce que bon, on avait voyagé au Maroc, on connaissait par rapport au Liban, on connaissait clairement mieux le Maroc que le Liban. Et en fait, bah, les vacances, c'est une chose, y vivre, que donc voilà, mais ça s'est très bien passé. Puis là, on a eu notre fils, donc quelques mois après notre arrivée, j'étais enceinte de mon fils. Et donc non, enfin, pour nous, c'est des bons souvenirs, hein. Le Liban, on a eu notre fille, le Maroc, on a eu notre fils, donc c'est à chaque fois de chouettes moments. Ouais, j'imagine. Assez émouvant et puis en plus ça fait vraiment un lien d'attache, à ces pays, vous aurez toujours un Oui, lien quoi, c'est ah, émotionnellement c'est sûr, parlant, vous êtes ouais, liés à vie. c'est ça. Après le Maroc, vous Oui, décidez de partir à Jakarta. ouais. Chaque fois, c'est la société là qui propose à mon mari, une opportunité en Asie, et à Jakarta. Donc Jakarta, on ne connaissait pas. On n'avait jamais mis les pieds en Indonésie, ni lui, même auparavant, pour le boulot ou en vacances. Donc là, on part. Mon fils a presque 2 ans, ma fille 4 ans, et on y va, quoi. Donc là, ça C'est a un été truc plus de dingue. difficile d'envisager. Ouais, alors là, ça a été plus difficile d'envisager, parce qu'en fait, ce qui était bien au Maroc, c'est qu'on avait les enfants qui étaient petits, et le Maroc, enfin, avec la France, c'est très facile voilà, on peut venir pour un week-end, 3 jours, ça se fait facilement. Là, d'envisager un autre fuseau horaire, un autre continent, voilà, 14 heures de vol, c'était plus le même confort pour avec nos familles. Du coup, quand, c'était la seule chose, voilà, qui nous faisait un petit peu de peine, mais on était hyper contents de partir. Ouais, vous accueillez la nouvelle, de manière enthousiaste. Vous êtes, super Ah, content super! de tester une Ouais, autre, expatriation à l'autre bout du monde. ouais, ouais, définitivement. Ça vous êtes des serial expats, c'est ouf.
Tu t'es pas dit à un moment donné, Jakarta, c'est compliqué, les écoles, parce que c'est souvent des Non. questions, nous, qu'on nous pose déjà en Espagne, qui est déjà un pays culturellement très proche de la France. À aucun moment tu t'es posé des questions, tu as eu des craintes sur un pays aussi loin et peut-être moins développé, je ne sais pas, tu t'es pas posé de questions, tu as foncé direct. Franchement, non, oui, et puis en fait, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a rencontré un couple d'amis au Maroc, à Casa, qui eux arrivaient de Jakarta. Quand nous on est arrivés du Liban, eux arrivaient de Jakarta. Notre seul référentiel, c'était eux, et ils avaient adoré. Donc on s'est dit, mais voilà, enfin, c'est tout ce qu'ils nous disent, ça a l'air génial. Pourquoi est-ce qu'on n'aimerait pas? Donc non, non, nous on était hyper positifs, hyper enthousiastes de partir. Pour mon mari, de nouveaux challenges au niveau professionnel. Et puis après, pour nous, pour la famille, ouais, un nouveau challenge aussi familial, avec une nouvelle langue pour les enfants et pour nous. Alors tes enfants, ils parlent combien de langues là, en fait, avec tout ça? Alors, mes enfants, ils en parlent parfaitement deux, français et anglais. Ils parlent l'indonésien et ils comprennent un petit peu l'espagnol et l'arabe. Ouais, D'accord. ouais, plus l'arabe même. Donc du coup, vous arrivez à Jakarta. Comment ça s'est passé là-bas, votre arrivée et votre ressenti? Alors mon mari est parti 2 mois avant parce qu'en fait, on a déménagé pendant l'été et donc lui, il est parti avant parce que lui, il avait pas de vacances à ce moment-là, enfin, c'était plus difficile. Moi, je suis rentrée en France, j'ai passé l'été en France avec, les enfants et on a fait le plein de famille et de plein de choses parce qu'on s'est dit qu'après ça allait pas se représenter de sitôt. Donc et ensuite je l'ai rejoint, en mois de septembre, octobre et super, on est arrivé, une ville, c'est la vraie ville asiatique, hein, c'est une mégalopole, 25 millions d'habitants, heu, il fait chaud, il y a du bruit parce qu'en fait, pendant l'été, j'ai laissé mes enfants aussi à ma mère et je suis partie en voyage de reconnaissance. J'ai rejoint mon mari. Donc là, j'ai visité des écoles, j'ai visité une maison, on a choisi la maison. Et donc, quand on est arrivé, le container venait d'arriver et la maison était dispo. Donc, il y avait les cartons qui étaient arrivés, je pense, 2 jours avant que moi j'arrive avec les enfants. Donc, quand on est arrivé, on est allé directement dans notre maison. Super timing. Ouais, super. Et donc là-bas, tu décides de scolariser les enfants. Alors, il me semble qu'il y avait la période Covid qui s'est Ouais, incrustée à alors ce nous, moment-là, il me semble. non, c'était avant. Ça fait quand même 3 années sympas, sans Covid. Et oui, les enfants, on les a scolarisés dans une école internationale qui a là-bas. Et donc Mon l'intégration fils est... se passe bien. Oui, super. Oui, oui, non, super, parce que, alors là, du coup, tu vois, c'est une approche un peu différente de ce qu'on a eu jusqu'à présent entre le Liban et le Maroc. C'est que là, moi, je me suis plus rapprochée de la communauté francophone, parce que je savais que c'était pas facile et donc il fallait avoir, enfin, on avait besoin d'être avec des gens de notre communauté, ou en tout cas, pas forcément français, mais au moins expatriés pour se donner les bons plans et les tips de comment faire ici à Jakarta pour l'organisation. Donc là, je me suis rapprochée de la communauté, ouais, des villes accueil, en fait, sur Jakarta. Et puis après, par le biais de l'école, parce que c'est des écoles internationales, donc il y a vachement enfin, on est loin d'être les seuls à arriver et pas être indonésiens. Donc tout de suite, le lien se fait avec l'école et d'autres parents, les camarades de classe et tout ça. Et l'intégration Ouais. avec les Indonésiens purs et durs, c'est beaucoup plus difficile. Alors, je dirais que c'est plus difficile dans le sens où c'est plus, comment dire? Déjà, au début, on a la barrière de la langue, ça c'est clair, parce que nous, on ne parlait pas indonésien. Et après, ça se fait avec des gens qui ont des profils plus internationaux, qui vont parler anglais, par exemple. Donc, on va dire que la classe moyenne indonésienne, on n'y a pas forcément. Enfin, si on ne travaille pas, moi, mon mari, il avait des collègues, donc c'était différent. Mais moi, je n'ai pas travaillé tout de suite quand je suis arrivée. Je n'avais pas forcément accès à des Indonésiens. Après, on avait des amis indonésiens mais ça se faisait par le biais de mes enfants. Ils étaient copains avec des Indonésiens et ça s'est fait comme ça. Mais beaucoup des profils quand même internationaux, parce que déjà, pour mettre son enfant dans un système anglophone, voilà, le mindset est un peu différent. Tu es dans une expatriation qui est un petit peu plus orientée internationale, où tu côtoies un peu toutes les nationalités. Ouais. Et du coup, Plus classique, c'est vous en... plus classique, ouais. Ouais.
Mmh. Comment tu l'as vécu toi cette expatriation qui est du coup un peu plus différente, qui est quand même assez loin de l'immersion, de l'authenticité que tu avais vu que tu avais vécu dans les autres pays? Je me suis dit dans un premier temps que j'avais pas le choix parce que, bah, avec la barrière de la langue et puis le fait de vraiment pas, maîtriser parce que moi, c'était la première fois en Asie, donc j'avais vraiment aucune expérience, aucun recul sur, la vie en Asie. Donc c'était pour moi, en tout cas, c'était rassurant. Donc c'était quelque chose que j'avais cherché, enfin, je recherchais ce genre de choses. Et après, ça s'est fait naturellement, en fait, hein. Après, quand on est plus à l'aise, bah oui, ça y est, on parle un petit peu et puis on rencontre des gens qui parlent anglais ou qui parlent d'autres langues, hein, et ça s'est fait donc je dirais que non, ça s'est fait naturellement. Du coup, vous profitez pour visiter à fond ce pays. Il me semble que dans nos échanges, tu nous avais parlé d'un moment de vie nomade en Indonésie. À quel moment c'est venu? Alors, c'est peut-être au moment du Covid? C'est ça. C'est au moment en Indonésie, il faut savoir que les écoles ont fermé pendant 2 ans. Heu, Nous, l'école a fermé en mars 2020 et quand on a quitté l'Indonésie en mai 2021, ça n'avait pas encore réouvert. Donc on a fait plus d'1 an, d'école en ligne. Mon mari est pareil, le bureau, ils avaient pas le droit d'aller dans les bureaux et voilà. Donc on s'est dit, pourquoi rester enfermé à la maison à Jakarta alors qu'on pourrait faire plein de choses. Parce à ce moment-là, en Indonésie, on avait le droit, quand on était résident, de voyager. À partir du moment où on faisait un test PCR, on avait le droit de voyager. Donc du coup, ben, on s'est dit, let's go, on fait des PCR à tour de bras et on en profite pour voyager. Donc vous avez fait quoi? On se mettait à un endroit et en fait, notre seul critère, c'était avoir une bonne connexion Internet pour que mon mari puisse faire ses calls, les enfants les connecter quand il y avait école. Et puis bah, parfois, on disait à la maîtresse, bon, ben, on va pas se connecter parce que demain matin, on va faire l'ascension d'un volcan. Donc, on ne pourra pas être là. Et sinon, on disait, bah, de là, on va aller visiter telle réserve ou on va aller faire du bateau pour observer telle espèce de poisson ou de fond marin. Et donc, on ne pourra pas se connecter. Donc, bon, bah, la maîtresse, elle disait, OK, c'est pas grave. C'était une chouette expérience. Trop bien, donc du coup, vous avez bien pu, profiter finalement de la région dans une période où finalement c'était super morose et vous, vous en avez profité pour, vivre une parenthèse, dans votre vie, de De vrai. famille finalement. Ouais. Ça vous Ouais, a pas donné exactement. envie de, En de fait, alors excuse non, parce que, bah, en fait, après l'école à la maison, c'est quand même, enfin, c'est quand même lourd, hein. Moi, je suis pas enseignante à la base, donc avoir 2 enfants et faire, l'éducation, j'étais pas enfin, les enfants avaient besoin parce que c'était un contexte particulier, on était quand même assez repliés sur nous, à cause du covid, parce que bon, bah, il y avait cette peur de on sait pas trop ce que c'est, enfin, c'était les débuts. Et donc, les enfants avaient quand même besoin d'être avec d'autres enfants. La chance qu'on a eue, c'est qu'on était avec une autre famille, bah, comme nous, avec des enfants du même âge. Et généralement, on faisait les voyages ensemble. Donc, on était de repères. Enfin, l'école, tout ça, ça donne la maison, ça donne des repères. Donc, nous, ça nous a plu, mais on n'a pas envisagé du coup de prendre ce pli-là et de vivre différemment. Moi, après, pour mon mari, c'était pas non plus possible dans son travail. Donc, voilà. On l'a fait pendant une bonne année. Ça a été super. C'était inattendu, inespéré, sincèrement. On ne s'est pas dit qu'on allait faire la vie de globetrotter. On aimerait bien Mmh. recommencer pour quelques temps, mais et dans un autre contexte, puisque là, le Covid est un peu derrière nous, mais on aimerait bien retenter l'expérience. Mais bon, après, voilà, on ne sait pas trop comment le prendre et comment mettre ça en place. Ouais, il faut attendre une opportunité Ouais. pour que ça se présente, en fait. Exactement. D'accord. Actuellement, vous êtes à Singapour, donc Oui. comment s'est passée la transition Jakarta, Singapour? Horrible. Horrible. Sur le papier, c'était le move le plus facile puisqu'on n'est qu'à 1 heure et demie d'avion entre Singapour et Jakarta. Donc, c'était censé être facile, mais sauf que c'était en plein Covid. Et à ce moment-là, on est arrivé à Singapour quand il y avait ce qu'ils appelaient à l'époque le variant indien. Et donc, Singapour s'est complètement refermée sur elle-même. Et donc, on a quitté l'Indonésie et on avait des problèmes de visa. Parce qu'en fait, on avait eu nos visas, mais après, il fallait avoir une autorisation d'entrée sur le territoire à Singapour pour faire la quarantaine. Et on ne l'a pas eu tout de suite, donc on était obligé de repartir 3 semaines en France, puisque notre visa en Indonésie se terminait et on n'avait toujours pas de visa, d'autorisation d'entrée sur Singapour. Donc du coup, on est reparti en France et on a attendu d'avoir l'autorisation d'entrée. Et on est arrivé
à Singapour, on a pris le dernier vol avant qu'ils ferment les frontières définitivement, enfin de façon hermétique, parce qu'ils avaient fermé les frontières aux touristes, mais si les gens avaient des visas, ils pouvaient quand même voyager. Et à ce moment-là, ils ont dit non, non, là, le variant indien, on ferme, c'est trop, ça se répand trop facilement, on n'a pas de recul. Donc là, ils ont fermé. On a pris le dernier vol et on est arrivé à Singapour à 6 h du matin. Et ils nous ont dit, on ne sait pas si on va pouvoir vous laisser rentrer puisqu'on a fermé les frontières à minuit. On a dit, mais maintenant, nous, on est là. Mon mari est avec le visa, une lettre de la compagnie. Et on nous dit, oui, non, mais on va attendre que l'ambassade ouvre, on va voir. Donc, on s'est retrouvé à attendre pendant 2 h30 le temps, parce qu'il était 6 h du matin, avec les enfants qui étaient. On avait passé la nuit dans l'avion. Et là, moyennant, voilà, bon an, mal an, ça se fait. Et on arrive à rentrer. Et donc, oui, entre-temps, 3 jours avant de prendre l'avion pour Singapour, on nous dit, bon, si vous arrivez à rentrer à Singapour, ce sera plus 15 jours, mais 21 jours de quarantaine. Donc, là, de toute façon, on n'avait pas le choix. On partait dans 3 jours. On a dit OK. Et donc, on a fait 21 jours de quarantaine. Ouais. L'horreur. Ouais, ça a été très difficile, vraiment. Psychologiquement, émotionnellement, ça a été difficile parce que je me souviens de ma fille qui me dit à l'aéroport, elle voyait, moi, mon mari était là, il lui faisait des pieds et des mains pour. Tu vois, maman, je pense qu'ils n'ont pas tout fait pour qu'on aime vivre dans ce pays quand même. C'est pas une bonne entrée en matière, elle me dit. Je dis oui, tu as raison, chérie. Très, très lucide, c'est vrai. Très lucide. À comprendre. Donc, moi, mes enfants, ils ont continué l'école en ligne. Mon mari qui venait de prendre son job en distanciel. Ça a été épique, ouais. Tout de suite, tu t'arrives avec un peu un a priori, du négatif, etc. Ouais, ça a été, ouais. Très négatif. Et même après, on avait énormément de restrictions ici à Singapour. Donc, on était 4, une famille de 4. On pouvait sortir que par 2. Donc, même si après, on rentrait chez nous, à l'hôtel ou dans notre maison, tous les 4, dans la rue, on n'avait pas le droit de se déplacer à plus de 2. Donc, en fait, il fallait, au restaurant, on allait manger, on nous mettait par table de 2. Donc, c'était ou un enfant et moi et un enfant avec mon mari, ou nous 2 et nos enfants à côté. Et je me souviens, à un moment, mon mari, il se lève parce qu'on avait mis les enfants ensemble. Mon fils n'arrivait pas à couper sa viande, donc il se lève pour aller lui couper la viande. Et le serveur qui lui dit, monsieur, tu peux pas te lever. Il dit, mais c'est mon fils, il a 5 ans et demi, je dois lui couper sa viande. Non, tu peux pas. Et en fait, ils étaient tellement dans le process et la rigidité que ça a été difficile. Voilà, clairement. Ouais, et puis là, tu dis, mais ouvrez les yeux, les gars, on vit au quotidien ensemble, je peux pas lui couper. Mais c'est exactement, c'est mes enfants. Enfin, je veux dire, le soir, je les embrasse avant d'aller dormir, on se lève le matin. Et ils te disaient, non, tu peux pas te lever pour aller couper la viande. Ok. Et du coup, tu n'as pas eu peur quand tu prends ton avion de France pour aller à Singapour et te dire, waouh, là, je m'embarque dans un pays, c'est le Covid, ils sont hyper stricts. Tu t'es pas dit, waouh, dans quoi je m'embarque? Non, on s'est dit non, ça va le faire, ça va être sympa. Mais en fait, si tu veux, entre le moment où on nous a proposé Singapour, où on a fait notre déménagement à Jakarta, on est rentré en France, en fait, tout s'est vraiment durci. Et à ce moment-là, parce qu'en fait, nous, tout le monde disait non, mais tu vas voir Singapour, ça fait 1 an qu'ils vivent. Ils avaient fermé leurs frontières, mais ils vivaient normalement. Ils allaient à l'école, ils allaient au travail, ce que nous, on ne pouvait plus faire en Indonésie. On avait les écoles étaient fermées, les bureaux étaient fermés, mais bon, à côté de ça, on pouvait voyager, on pouvait aller dans les restos, on pouvait aller dans les malls. C'était complètement différent. Donc, on s'est dit non, c'est bien de pouvoir offrir à nos enfants un cadre, de pouvoir leur permettre de retourner à l'école. Parce qu'en Indonésie, il n'y avait pas de visibilité sur la réouverture des écoles. Dingue, ça. Donc, on était plutôt contents de ça. Mais au fur et à mesure, tu vois, qu'on avançait dans le temps et de notre arrivée sur Singapour, tout devenait de plus en plus dur. Et là, on se disait, mais c'est pas possible, ça va s'arrêter quand? Et bon, après, tu sais, tu es dedans et tu te dis, de toute façon, ça y est, je n'ai pas le choix, il faut avancer et on regardera, on réfléchira plus tard. Et du coup, ça a duré combien de temps, cette période vraiment très restrictive? Donc, nous, on est arrivés mai 2021, je dirais jusqu'au mois de novembre 2021. Après, on a pu revoyager, retourner en France pour les vacances de Noël, moyennant tout un protocole de quarantaine, de PCR, en veux-tu, en voilà. Mais là, ça a commencé à aller mieux. Et après, je dirais, à partir d'avril 2022, ça a été plus sympa. Vous n'avez pas vraiment difficile. profité de la vie On n'a rencontré personne. Enfin, je veux dire, à ce moment-là, tout ce qui était vie sociale était interdite. Puis bon, il faut savoir qu'à Singapour, la délation est une pratique très commune.
courante. Donc, du coup, tu connais pas bien tes voisins. Alors, tu te dis, je vais pas faire n'importe quoi parce que moi, je suis nouveau. Et en gros, on était, nous, les étrangers, on disait, bon, en 24 heures, on t'annule ton permis de travail et ton titre de séjour. Donc, tu as 24 heures pour partir. Ouais. Ah, Donc, donc tu on tiens à faisait carreau. profil bas. Ouais, oui, oui, oui. Vous commencez à revivre là depuis avril 2022. Ouais, C'est comme si tu redécouvrais ton expatriation finalement. mais Tu es une nouvelle complètement. arrivée. Complètement, c'est ce que je disais la semaine dernière avec des copines. Je leur disais, tu vois, j'avais jamais connu Singapour avec des touristes du monde. Là, en plus, nous, enfin là, ce week-end, c'est le week-end qui arrive, c'est le Nouvel An chinois. Donc, c'est un événement hyper important en Asie, hyper célébré. Et donc là, tu vois, le week-end dernier, on est allé avec nos enfants se promener à Chinatown et on a vu, bah, voilà, comment on célébrait le Nouvel An chinois ici parce on n'avait pas pu expérimenter ça avant. C'est fou quand même, hein. Donc du coup là, Ouais. comment tu la vis cette deuxième opportunité de découvrir Singapour? Du coup, tu aimes? Ça te plaît la vie là-bas? Ben, ça va beaucoup mieux, mais si tu veux, en fait, je pense qu'on a eu tellement de choses négatives au début qu'en fait, c'est pas le coup de foudre comme ça a été dans les 3 pays précédents. Ouais, ça a été un peu C'est gâché. Ouais, voilà, exactement. L'expérience a été différente, donc du coup, maintenant, ça va mieux. Mais je peux pas te dire que voilà, c'est le pays où tout a été génial. Enfin, voilà. Je Mmh. pense que ça devient sympa que maintenant. Donc ouais, non, j'ai hâte de continuer à découvrir. Merci infiniment Caroline pour ton retour d'expérience. Je suis désolée, l'enregistrement s'est coupé un petit peu avant la fin, mais en tout cas, les propos de Caroline étaient juste super passionnants. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à votre entourage ou sur les réseaux sociaux. Cela nous aide vraiment beaucoup à gagner en visibilité un petit peu plus chaque jour. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à mercredi dans 15 jours. Bye!